Mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce programme dénommé l'ASPAD Séminaire. Le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, affilié à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, s'affirme comme un haut lieu de réflexion et de production scientifique en sciences sociales à la croisée de plusieurs disciplines. Sa vocation première réside dans l'analyse approfondie des mutations contemporaines affectant les sociétés africaines. Le LASPAD se consacre également à l'analyse de problématiques fondamentales telles que les défis démographiques, la transition écologique, les problématiques liées au numérique, aux politiques publiques, à la sécurité humaine, entre autres. Tout en aspirant à proposer des réponses innovantes et adaptées à ces enjeux complexes, le laboratoire se veut également un espace de dialogue scientifique favorisant l'interdisciplinarité, mais aussi tout en rendant accessibles les savoirs produits par ces chercheurs sur les thématiques phares qui structurent ces axes de recherche. Je me présente, Serigne Moustapha Bassirou-Ka, allocataire de recherche au LASPAD. Je suis également masterant en sciences de l'ingénieur option informatique au niveau de l'ESP. J'aurai la charge de modérer nos échanges durant cette rencontre. Après nos deux premiers séminaires qui ont abordé la cyber-résilience et la sécurité quantique des données pour le premier et le second, l'informatique quantique et la cybersécurité, aujourd'hui, nous nous intéresserons à l'orientation stratégique du Sénégal en matière de souveraineté numérique. En effet, dans un monde où la digitalisation devient un levier essentiel pour le développement économique, social et politique, la souveraineté numérique émerge comme un enjeu majeur pour les États. Le Sénégal, conscient de l'importance de maîtriser son destin technologique, a engagé une nouvelle stratégie numérique, le New Deal technologique, structuré autour de 4 axes, 12 programmes et 50 projets prioritaires. D'ici 2034, le pays ambitionne de devenir un pôle technologique de référence en Afrique, mais également un hub essentiel pour le continent. Cependant, pour atteindre ce niveau d'excellence technologique, il est indispensable de mettre en place une stratégie en matière de souveraineté numérique qui s'articulera autour de plusieurs axes clés, notamment le renforcement des compétences, la protection des données, la promotion et l'inclusion numérique. Ainsi, le sujet de notre séminaire d'aujourd'hui est ambitieux et porteur d'enjeux cruciaux. Ce séminaire propose une étude approfondie des stratégies mises en place par le Sénégal pour renforcer sa souveraineté numérique. Nous aborderons également les enjeux liés à la dépendance technologique, la sécurité des données, le rôle des infrastructures numériques dans la souveraineté nationale. Pour enrichir cette discussion, nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Madame la directrice des DIC, Madame Aïssatou Jeanne Ndiaye, qui est une figure importante dans le domaine des DIC. Madame Aïssatou Jeanne Ndiaye est ingénieure en informatique et cumule plus de 17 ans d'expérience dans la transformation digitale de l'administration sénégalaise et spécialiste en gestion de projets et planification stratégique. Elle a dirigé des projets majeurs d'informatisation au Sénégal en tant que directrice des technologies de l'information et de la communication au ministère en charge du numérique. Elle pilote le développement des usages numériques et a élaboré des stratégies clés telles que celles sur les données, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Elle évalue également la maturité de l'IA éthique et supervise la digitalisation de l'administration. Convaincue du rôle central du numérique dans l'innovation et l'automatisation, elle œuvre depuis 2012 à réduire la fracture numérique. Son engagement se traduit par la promotion des femmes et des jeunes filles dans les filières STM et par l'alphabétisation numérique des populations défavorisées. Reconnue pour son pragmatisme et ses résultats concrets, elle contribue activement au progrès d'un numérique inclusif au Sénégal. Aux participants du séminaire, je vous remercie déjà pour votre participation et l'intérêt que vous portez à ce séminaire. Si toutefois vous avez des questions à poser, vous pouvez les écrire au niveau du chat. Mais aussi, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez lever la main. Madame Aïssatou Jeanne, la parole est à vous. Merci beaucoup, merci bien. Bonjour à tous les spectateurs. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui ce matin pour partager sur le New Deal Technology, mais surtout sur l'enjeu de souveraineté dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous savez, le numérique
est un enjeu essentiel dans l'agenda national de transformation 2050 du Sénégal et ça se traduit par la nouvelle stratégie que nous avons mise en place avec toutes les parties prenantes, le New Deal technologique. C'est une stratégie qui a été élaborée de façon très inclusive pour permettre à ce que chacun puisse contribuer. Et pourquoi nous avons dans l'élaboration même ouvert des espaces de discussion pour des contributions, pour recueillir des informations, recueillir des contributions qui ont été après travaillées en interne et qu'il a fallu également le retranscrire, le partager encore avec la communauté, l'écosystème, pour finalement qu'on puisse avoir ce New Deal technologique-là. Je vais passer rapidement à la présentation du New Deal technologique. Le New Deal technologique aujourd'hui, comme vous le savez très bien, a une vision en 2050 que le Sénégal sera une société numérique, un pays de services à valeur ajoutée. Cette vision, nous la tirons directement de l'agenda national de transmission et nous comptons travailler sur 3 leviers: redresser, impulser et accélérer. Ce New Deal technologique-là repose essentiellement sur 3 à 4 leviers. Tout ce qui est numérique universel, l'identité numérique des personnes et l'identité numérique du foncier et du bâti, la transformation digitale des secteurs porteurs, la transformation digitale de l'administration, mais pour faire éclore des champions nationaux. Donc l'idée de cette stratégie-là, c'est qu'on est un pays digital en 2050. Cette stratégie-là, elle est autour de 4 axes. Le premier axe, qui sera l'objet de notre discussion d'aujourd'hui, je reviendrai là-dessus. L'axe 2, qui est l'axe digitalisation des services publics, qui cherche à comment est-ce que l'administration doit améliorer son fonctionnement pour servir un service public de qualité aux citoyens. Le deuxième point qui passera directement, le troisième axe qui est développement de l'économie numérique, qui est un peu lié également à l'axe en souveraineté numérique, on y reviendra. Parce que quand on parle de développement de l'économie numérique, il faudrait déjà qu'on parle d'une économie endogène. Donc le contenu local déjà en interne, il faudrait avoir les compétences nécessaires pour ça. Il faudrait également avoir des infrastructures robustes et disponibles mises à disposition de l'écosystème. Il faudrait avoir aussi des compétences nécessaires pour le faire. Donc l'axe 3 là va travailler sur ça, comment faire pour avoir une industrie numérique au Sénégal. L'axe 4 en fait est juste une réponse en fait de ces 3 points-là, axe 1, axe 2, axe 3, nous permet d'avoir des champions nationaux pour rayonner à l'international et rayonner au national. Je reviens sur l'axe 1, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'axe 1, souveraineté numérique. L'axe 1, souveraineté numérique, c'est comment est-ce que nous, le Sénégal, on compte, comment nous, le Sénégal, nous comptons atteindre la souveraineté numérique. Parce que c'est une quête de souveraineté numérique, il faut le dire, qui est sur 2050. Donc, c'est pas une souveraineté aujourd'hui, qu'on se lève aujourd'hui et qu'on décrète qu'on a une souveraineté numérique. C'est une quête de souveraineté numérique pour 2050, mais avec des actions très concrètes sur le court terme dans le Digital Master Plan. La première, c'est des infrastructures numériques. Nous ne pouvons pas parler de souveraineté numérique si nous ne maîtrisons pas la technologie. Si nous sommes toujours dépendants, si aujourd'hui, en termes d'infrastructures numériques, toutes les infrastructures qui sont au Sénégal sont soit installées par d'autres nations, des technologies que nous n'utilisons pas, que nous ne maîtrisons pas non plus, nous avons un problème un peu sur cette souveraineté-là au niveau infrastructure numérique. Sur les données également. Quand on parle d'une souveraineté, il faudrait qu'on arrive à avoir la maîtrise de ces données. Au moins sur un petit terme, sur le court terme, d'avoir la localisation de ces données-là. Le deuxième point qui est important, c'est la maîtrise technologique. On maîtrise cette technologie-là à travers des formations. Donc, le rôle important qu'aura la formation et les compétences numériques dans cet axe souveraineté numérique. Aujourd'hui, si on veut réduire la dépendance et maîtriser le risque, il faut forcément que des Sénégalais puissent avoir les compétences nécessaires pour le faire. Le troisième, c'est les compétences numériques.
comme je disais, des Sénégalais pour maîtriser les risques, promouvoir le développement de solutions locales, mais aussi des Sénégalais pour le faire. Donc, pour ces Sénégalais-là, il faudrait qu'on arrive à faire des formations certifiantes, des formations à tous les niveaux. Des formations usage, c'est peut-être, on l'enverra dans les autres axes, mais cet axe-là sur les compétences numériques va forcément est strictement basé sur des compétences qualifiantes en expertise. Donc, que les gens puissent se former, avoir la culture numérique, développer les compétences et l'appétence au numérique. Cet aspect-là va venir. Il y a un fort volet qu'il faudrait pas utiliser et oublier. Quand on parle de souveraineté numérique, la confiance et la sécurité. Cyber-résilience. Si aujourd'hui nos infrastructures ne sont pas sécurisées, si aujourd'hui on a des infrastructures ou des applications qui sont mises en ligne alors qu'on ne maîtrise pas notre sécurité, ça également c'est un point de souveraineté. Donc souveraineté pour nous aujourd'hui à l'étape des 5 premières années de mise en œuvre de cette stratégie-là, c'est essentiellement la maîtrise des risques, la dépendance technologique, mais surtout avoir un noyau de personnes en mesure d'utiliser la stratégie, d'utiliser le numérique en toute confiance, en utilisant des applications sécurisées au Sénégal, assurant la sécurité physique et la sécurité logique de nos applications. Donc ça, c'est un point important sur lequel il faut venir. Mais tout ça également doit être encadré. Parce que qui parle de souveraineté également parle de cadre juridique. Il faut un cadre réglementaire qui prend en charge ces aspects-là. Aujourd'hui, quand on parle des données, on peut déjà avoir un premier aspect de souveraineté sur ces données-là, c'est de te dire que les données sensibles ou stratégiques du peuple sénégalais restent au Sénégal. La localisation géographique de nos données et que toutes les législations que nous avons s'appliquent sur ces données-là, c'est un point qui est important. Également sur la sécurité également. Aujourd'hui, quand on forme des gens à la sécurité et qu'on ne maîtrise pas qui on forme également, il faudrait qu'on sache également qu'on ait un repository des formations qui sont données au Sénégal sur la sécurité, avoir un répertoire des formés et quel niveau est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils occupent, parce que ça permet non seulement de tracer, mais en cas de besoin également, de pouvoir les rappeler pour résoudre des problèmes. On a aussi le point des infrastructures critiques. La sécurisation des infrastructures critiques nécessite également, à mon avis, un encadrement. Donc, il faudrait un encadrement sur ces infrastructures critiques. Vous prenez donc tous ces aspects-là qui vont englober tout ce qui est aspect gouvernance. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les risques et les menaces sont décuplés. Et comme le disait mon ami Mbaye, c'est complexifié encore plus. Donc, ce que les hackers prenaient 2 jours ou 3 jours pour le régler, ils prennent maintenant 1 jour ou même des minutes pour pouvoir. De cette même manière aussi, en prenant en compte ces peut-être désavantages de l'intelligence artificielle, de la même manière, ces opportunités aussi permettent aujourd'hui aussi de pouvoir répondre aux attaques et de pouvoir aussi avoir une avance aussi sur les hackers, et d'où toute la nécessité d'avoir aussi des laboratoires de recherche et d'études. C'est important pour qu'on puisse y aller. Je crois que dans une première présentation, je vais m'arrêter là pour permettre à tout un chacun de pouvoir poser des questions pour que ce soit vraiment interactif, qu'on puisse discuter de tout ce que le New Deal technologique et surtout sur le volet souveraineté peut apporter à la population sénégalaise. Merci. D'accord. Merci, madame. Au niveau du chat également, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Merci, madame, pour votre présentation. Maintenant, je pense que nous pouvons aller passer à la série de questions. Pour la première question, j'aimerais vous poser la question à savoir comment définirez-vous la souveraineté numérique dans le contexte sénégalais? La souveraineté numérique dans le contexte sénégalais, comme je l'ai dit, ce sera très difficile, ce sera une quête de souveraineté. Ce qu'on appelle aujourd'hui souveraineté dans cette quête-là, c'est d'abord une maîtrise. La maîtrise du risque et la diminution de la dépendance technologique. Aujourd'hui, si on a un seul partenaire technologique dans nos data centers, si aujourd'hui ce partenaire se retire, ça veut dire que nous allons, le service va s'arrêter. Donc,
souveraineté numérique, maîtrise du risque technologique, maîtrise aussi de la dépendance technologique en essayant d'avoir plusieurs partenaires. Si dans le cloud, par exemple, on a plusieurs clouds, ça permet au fur et à mesure d'avoir toujours une continuité du service. Si on a une certaine résilience au niveau Internet, ne pas juste avoir un câble qui arrive au Sénégal, avoir plusieurs clouds plusieurs câbles sous-marins, je dirais, qui arrivent au Sénégal aujourd'hui, et ça, c'est le cas. Ça veut dire que côté Internet, aujourd'hui, il serait difficile que le Sénégal soit coupé d'Internet, à moins que ce ne soit fait parce que nous le voulons, que ce soit décidé, que le Sénégal décide qu'on n'ait pas Internet. Donc, on a plusieurs câbles sous-marins qui arrivent ici aujourd'hui. Donc, côté sécurité également, c'est un volet également qui sera pris en compte dans cette souveraineté. Donc, souveraineté numérique, maîtrise des risques, maîtrise de la dépendance technologique et trouver encore des moyens de résilience. C'est comme ça que nous le concevons dans le New Deal technologique, au moins pour les 5 premières années, en attendant d'avoir le cadre nécessaire pour pouvoir le faire. Durant cette période également, sur les 5 premières années, nous allons faire des partenariats gagnant-gagnant. Parce que ça aussi, c'est un volet important de souveraineté. Aujourd'hui, maîtrise des risques, réduction de la dépendance, il faudrait qu'on arrive que les plus grands puissent ramener la technologie ici, qu'on puisse faire du transfert de compétences et qu'on puisse également former les jeunes qui prendront la relève pour pouvoir créer leur propre technologie ou bien en fait avoir une maîtrise de cette technologie dans le développement. Maintenant, nous avons une question, celle de Mme Pendaba, qui demande à savoir le rôle pour la recherche dans la mise en œuvre et l'évaluation de la politique numérique, pour la première question. Pour la deuxième, c'est comment le ministère envisage-t-il de travailler avec les chercheurs? Et pourquoi tout à l'heure, quand je disais que l'axe 1, souveraineté, est très lié à l'axe 3, développement de l'économie numérique. Aujourd'hui, dans les pays les plus développés, on commence déjà par la recherche. Donc, une problématique de la population, une problématique de la population que l'on prend aujourd'hui, qu'on amène au niveau des centres de recherche. Et c'est là-bas où débute tout le premier travail de recherche qui doit se faire. Donc, les chercheurs vont trouver des choses, chercher pour trouver les manières de régler ce problème-là. Autre chose, dans la perspective, je dirais, parce que c'est pas seulement de résoudre les problèmes aujourd'hui, mais d'anticiper sur les problèmes qui pourraient venir. Donc ça également, c'est un point important. Donc les chercheurs sont là-bas pour pouvoir nous dire dans 10 ans, 15 ans, on est en quête de souveraineté, hein. Dans 5 ans, voilà en termes de recherche, en termes de intelligence artificielle qu'on pourrait utiliser, en termes de santé, en termes d'agriculture, les solutions qu'on peut utiliser, tout ça se fait en laboratoire. Donc, quand vous prenez l'axe développement, il y a un programme qui s'appelle de l'idée au produit. De l'idée au produit, l'idée, ça commence au niveau des laboratoires. Comment est-ce que le Sénégal compte travailler dans cette formation, dans cette organisation-là avec les chercheurs? L'État compte accompagner à la mise en place d'un écosystème. C'est vrai que écosystème, tout le monde dit c'est quoi un écosystème, mais c'est la mise en place de toutes les forces vives qui puissent travailler au développement. Du chercheur qui cherche et qui trouve. Et qui son rôle c'est de chercher, va continuer peut-être à chercher. Que le résultat de cette recherche-là puisse être sorti, donné à des secteurs privés. Parce que dans tous les pays développés, le secteur privé est même le premier financeur de la recherche. Parce que c'est là-bas où tout débute. Que le secteur privé, avec un MVP ou bien avec une solution la plus minimale possible, que ces secteurs privés-là puissent travailler là-dessus pour le mettre la généraliser et trouver les moyens de l'appliquer ou de l'implanter dans les secteurs bien définis.
Après ça, nous avons tout ce qui est innovateur et entrepreneur, qui sont aussi dans le secteur privé, mais qui sont peut-être moins dans des cases et qui réfléchissent out of the box, qui pourraient proposer à partir de ça des solutions. Et l'État, son rôle sera de mettre tout ça en place. Et là, la formation aussi, on ne parle pas seulement de recherche, mais il faudrait également que le point formation soit pris en compte. Cet aspect formation-là ne se fera pas forcément dans les labos de recherche, mais dans les universités. Dans les universités et les centres de formation professionnelle. Donc, il faudrait que tout cet écosystème-là soit mis en place, avec aussi la société civile, pour qu'on puisse savoir les citoyens et quels seront leurs rôles dans ça, et les citoyens également. Donc, c'est tout cet ensemble-là d'écosystèmes qui nous permettra d'arriver vraiment à mettre en place cette stratégie New Deal technologique et le développement de l'économie numérique. La deuxième question, c'était? Par rapport au ministère. Comment le ministère envisage-t-il de travailler avec les chercheurs? C'est comme je viens de le dire. Il y a déjà une comment ça s'appelle, une organisation qui est peut-être l'organisation stratégique qui est déjà mise en place. C'est notamment le GOVNU, donc c'est un cadre de validation des projets numériques et autres pour arriver à avoir une certaine cohérence dans le déroulement de cette stratégie-là. Il y a le Conseil national du numérique, qui pour le moment n'a que 1 ou 2 chercheurs, mais on va atteler à trouver le meilleur moyen pour que les universitaires aussi participent à ce Conseil du numérique. Donc, on a sur le volet donc stratégique, comment est-ce que ça va se dérouler? Maintenant, c'est à travers les programmes. Comment est-ce que le ministère va travailler avec les chercheurs? C'est à travers des programmes. Le premier programme, ce sera tout ce qui est programme compétences numériques, mais le deuxième, ce sera tout ce qui est Digital Factory. C'est le programme 11 ou 12 de Digital Factory, IA et Digital Factory, et qui permettra de mettre en cohérence. Dans chaque projet, on aura les parties prenantes et les actions spécifiques seront dédiées à chaque partie prenante selon sa spécificité qui sera mise en place. Pour la question suivante, demande combien d'ingénieurs et d'informaticiens le Sénégal aura besoin pour réussir le New Deal. Quand on sait que le New Deal, c'est un projet à long terme. Par exemple, en 1 an, on aura besoin de combien d'ingénieurs et d'informaticiens pour mener à bien cette stratégie? Pour le moment, on l'a calqué à 5 000. Pour le moment, 5 000. 5 000 par an pour arriver à, je crois que c'est 100 000. Les 5 ans, 500 000, je crois. Bien, j'ai pas retenu le nombre exact et c'est ça. Mais pour ça aussi, c'est pas seulement qu'on ait besoin seulement d'ingénieurs. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de techniciens, mais on a besoin de certifiés. Parce que, est-ce que le Sénégal, chaque an, est en mesure, parce que je crois que je ne me suis pas attardée sur l'article que j'ai lu hier de notre ami Monsieur Mbaké, qui faisait le point sur les bacheliers S1, S2 et qui suivaient leur cursus. Est-ce qu'ils sont dans les STEM? Est-ce qu'ils restent dans le volet ingénieur? Donc, il faudrait également que l'on travaille, et c'est pourquoi le président l'a dit la dernière fois dans le Conseil des ministres, il faut qu'on travaille avec le ministère de l'Enseignement supérieur, avec le ministère de l'Éducation et le ministère de la Formation professionnelle pour y arriver. Et mettre des stratégies qui permettent d'avoir le noyau dur dont on a besoin. Tout le monde ne peut pas être ingénieur, mais avoir des compétences numériques avérées pour la création, parce que je ne parle pas d'utilisation, on y reviendra sur l'utilisation, mais sur les compétences numériques qui nous permettent d'atteindre notre souveraineté, il faut des expertises pointues et poussées, avec des certifications au besoin, emploi, alternance surtout, école, emploi, parce que ça ne sert pas forcément de faire tout le processus à l'école et de revenir pendant 1 an, on n'est pas forcément très fonctionnel. Donc, alternance école-emploi, c'est quelque chose aussi qui est proposé dans cette stratégie-là. Donc, et c'est comme ça qu'on aura la formation professionnelle va prendre sa part, l'enseignement supérieur va prendre sa part et l'éducation nationale va prendre sa part dans ce lot-là. Il faudrait également qu'on mette, heureusement que maintenant on a une chance que dans l'informatique, on n'a pas forcément besoin de faire
des séries scientifiques, il y a des ponts qu'on peut faire entre les séries littéraires et les séries scientifiques. Ça amène également peut-être aussi à une réflexion que l'Académie nationale avait, c'est de réformer même la pédagogie. En fait, quand on est toujours dans séries littéraires, séries scientifiques, déjà, on fait une petite distinction de qui peut faire quoi et qui peut faire quoi. Alors qu'il y a des compétences que chacun a de façon intrinsèque qu'il faudrait qu'on en parle. Et ce point-là était ressortir quand on faisait la stratégie sur l'intelligence artificielle, de se dire qu'il faudrait réformer de façon globale, non seulement le curricula, mais même la pédagogie, comment est-ce qu'on fait les formations et comment est-ce qu'on essaie de chercher les diplômés. Ça également, c'est un point. D'accord. Pour la question suivante, nous avons notre ami Abdoulaye Cissé, qui vous remercie déjà pour votre présentation. Et il demande, est-ce que le Sénégal dispose des data centers nécessaires pour garantir sa souveraineté numérique? Des data centers, oui. Nécessaires à ce stade, je ne pourrais pas dire oui ou non. Parce que la première chose qu'il va falloir faire, parce que si on a déjà 5 data centers, je crois bien, on a 5 data centers publics comme privés au Sénégal. Il faudrait qu'on sache la cartographie ou bien le volume de données qui sont à l'extérieur et qui sont à l'intérieur, qui doivent être sauvegardées dans des data centers sécurisés. Donc, je ne parle pas des centres de données qui sont dans les ministères ou peut-être même ici qu'il y ait une chose. Donc, je ne parle pas de ça. Je parle des data centers conçus avec toute la sécurité nécessaire et qui sont peut-être de type tiers 3 ou tiers 4 ou tiers plus. Ces data centers-là, pour le moment, on a une capacité de presque 1000 Tera avec Sénégal Numérique, qui a le data center public de l'État. On a Sénélec, on a les opérateurs aussi qui ont leur data center et on aura bientôt le data center du parc des technologies numériques qui seront là. Cette capacité-là devrait, je dis devrait, en l'absence d'une cartographie très claire sur le volume, je ne dis pas qu'on ne pourra le garder. Donc, il faudrait qu'on sache exactement où se trouvent nos données, quel est le volume de données qui est là, pour savoir exactement comment est-ce qu'on peut tous les garder au Sénégal. Donc, ça, c'est un point important sur lequel nous nous attelons. L'aspect sécurité aussi, sécurisation de ces data centers, qui répondent également aux normes, est un point important qu'il faut prendre en compte quand on parle de souveraineté et de garder les données au Sénégal. Donc ça, c'est des aspects qu'il faudrait. Après, il y a toutes les compétences nécessaires pour pouvoir administrer ces data centers. C'est vrai qu'il y en a en ce moment parce que chaque structure qui a son data center a forcément des personnes en charge, mais il faudrait qu'on en crée beaucoup plus. Le point également qui est important dans cette souveraineté-là, c'est que nous avons des data centers, mais qui sont tous localisés géographiquement dans un même environnement, qui n'est pas dans le rayon indiqué. Donc, qui pose aussi un problème de sécurité. Donc, c'est pourquoi dans le New Deal technologique, nous prévoyons de faire d'autres data centers en dehors de Diamniadio. Il est apparu qu'on en parle à Tambacounda et peut-être même à Kaolack, mais les études approfondies nous diront. Parce que également, souveraineté numérique, oui, il faut penser à énergie, électricité, développement. Des data centers verts avec des refroidissements. Vous savez toute la quantité d'énergie que prend un data center. Donc la réflexion également, c'est vrai que les technologies sont tellement avancées qu'on peut avoir des data centers dans plein désert, mais aussi on n'est pas dans un pays où on a atteint cette souveraineté énergétique-là. Donc, il faudrait aussi, dans le choix, que ce soit à Tambacounda ou à Kaolack ou ailleurs, ce choix-là devrait être un élément essentiel pour ça, parce que l'énergie éolienne ou l'énergie solaire ne peut pas permettre de refroidir correctement ces data centers-là. D'accord. Donc, d'après ce que vous venez de dire, on ne peut pas encore parler d'un cloud souverain actuellement, à l'état des choses. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on ne maîtrise pas encore toutes les données
que nous avons à l'extérieur pour les amener dans ce que nous avons, la capacité que nous avons. Nous prévoyons de mettre en place un cloud souverain au Sénégal, ici, avec la participation des partenariats stratégiques. Donc, cloud souverain, oui, on peut l'avoir et on l'aura aussi, le cloud souverain. Et c'est parmi même les priorités du président qui en a parlé la dernière fois, de mettre en place un cloud souverain. On n'a pas encore de cloud souverain au Sénégal, mais il est prévu d'en faire et de faire des partenariats pour pouvoir installer ce cloud souverain au Sénégal dans les data centers qui existent. D'accord. Pour la prochaine question, elle est de la part de M. Omar Diouf qui demande les un peu statistiques par rapport aux chiffres d'investissement du numérique en pourcentage du PIB, la part en fait. La part aujourd'hui, on a une part de 3,5 ou 4 qui est ressortie. Mais qui reste aussi la part beaucoup plus des télécoms, des opérateurs télécoms. La part des services numériques en tant que tel n'est pas prise en compte. Donc, des 3,5 ou 4 qui sont dits aujourd'hui sur la part du numérique sont exclusivement des parts qui ressortent des opérateurs, donc du secteur télécom. Les services numériques, pour le moment, c'est pourquoi on a une convention avec l'ANSD pour pouvoir faire des enquêtes, pour pouvoir regarder le poids des services numériques également sur ce PIB-là. Donc, on est à 4 en ce moment et nous comptons aller vers 15 en 2034. Donc, c'est cette part-là que l'on cherche. Donc, la contribution du numérique en 2034 sera notre ambition d'être allé à 15%, qui est à notre portée. Comme je le dis, les 4 que nous avons, peut-être qu'aujourd'hui, on est peut-être à 7 sans pour autant savoir qu'on est à 7. Parce que la part du service numérique aujourd'hui, quand vous voyez les wallets qui sont là, quand vous voyez l'entrepreneuriat numérique, quand vous voyez la vente en ligne, quand vous voyez tous ces aspects-là, et qui ne sont pas pris en compte, également, vous pouvez vous dire que cet indice-là peut augmenter. D'accord. Maintenant, pour la prochaine question, elle est de Mme Minata Sarr, demandant à savoir comment l'État compte organiser l'accès des chercheurs et autres acteurs de l'écosystème aux données, c'est-à-dire les données locales de qualité, pour accompagner ce New Deal technologique. Oui, Madame Minata, que je salue également au passage. C'est une amie qui a travaillé lors de l'élaboration de la stratégie des données et la stratégie de l'intelligence artificielle. Et c'est que notre plus grande problématique au Sénégal, c'est des données de qualité, mais aussi d'accès, ouverture. Quand nous avons fait la stratégie nationale des données, nous avions proposé de mettre en place un cadre de gouvernance favorable à l'économie des données. Ce cadre de gouvernance revient un peu sur un point important, sur l'ouverture des données. On a des données, le plus grand pourvoyeur de données aujourd'hui, c'est l'administration. Il faudrait que les données qui sont dans l'administration, par des systèmes d'ouverture, d'anonymisation, qu'on puisse les rendre disponibles et qui répondent aussi aux critères du FAIR. Fiable, accessible, réutilisable. Il faudrait forcément que ces données-là soient... Nous l'avons mis dans le projet de texte parce que le président de la République a demandé au ministère de réfléchir sur une loi d'orientation sur les données et leur sécurisation. Et dans cette loi-là, je remercie au passage le comité de rédaction restreint. Il y avait un comité de rédaction élargi, mais qui s'est au fur et à mesure restreint à 5 à 6 personnes qui ont travaillé sur les projets de texte. Donc, en définitive, on est ressorti avec 3 projets de texte et un 4e qui est sur les données personnelles. Et sur ces principes de base, ces principes d'ouverture sont posés. Donc, les principes d'ouverture sont posés. Les principes aussi également de toute donnée produite ou collectée par l'État ou pour le compte de l'État, pour les deniers publics, par les deniers publics de l'État, devraient dans une certaine mesure être mise à disposition des chercheurs, des entrepreneurs, selon des processus très clairs. Rendre ces données-là accessibles, et c'est soumis à l'appréciation du ministre et de tout le gouvernement pour qu'on puisse savoir comment est-ce qu'on va le faire. La NSD a déjà commencé en mettant en place sa plateforme Open
data avec beaucoup d'informations qui sont là-dessus, sur qu'on pourrait accéder. Il y a également la plateforme GeoSénégal, donc c'est une plateforme de géomatique qui met aussi également l'ouverture des données ouvertes. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que la mise à disposition de ces données-là, si c'est réglementaire, l'État a déjà écrit les lois et règlements nécessaires pour ça. Après, il y a un travail de tout un chacun à faire. Au niveau des universités, vous avez une manne de données à travers les recherches, à travers les mémoires de fin d'études. Tout cela devrait pouvoir être, dans une mesure ou une autre, le rendre accessible. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible. Il y a aussi tout le volet archives nationales. Dans cette stratégie, il est prévu de numériser les archives. Donc, la numérisation de ces archives-là permettra également de disposer des données. Et tout ça, il faudrait un opérateur technique en charge de s'assurer que les données, comme telles qu'on l'a dit, répondent aux normes offertes qu'on aurait définies tous ensemble ici au niveau du Sénégal, les normes qui seront définies, mais également qui s'assureront également du partage de ces données-là. La question suivante, elle est de M. Steven Pacom. Il demande à savoir comment envisagez-vous de nouer des partenariats avec des entreprises comme Google, Meta, Mistral, ainsi qu'avec les institutions financières de développement, telles que IFC. Les discussions ont déjà plus ou moins démarré. Lors de la visite du président, ça a permis déjà de voir au niveau de la Silicon Valley qu'est-ce qui se faisait là-bas. On est également parti au niveau de la Chine, ça permet également. Mais quoi qu'il en soit, ces partenariats-là, on ne peut pas directement signer des partenariats comme ça. Pour le moment, c'est des discussions des MOU, mais quand on va démarrer un projet de façon concrète, c'est des appels à manifestation d'intérêt. Appels à manifestation d'intérêt ouvertes pour que tous les partenaires qui ont des solutions ou qui ont des applications disponibles ou bien de la technologie, qu'on puisse les regarder dans le comité et décider, en relation avec le CNN, en relation avec le gouvernement, décider de quel partenariat stratégique il nous faut et de façon très transparente, dire à quoi on s'engage et que cet engagement-là puisse se faire. La question suivante, c'est comment envisagez-vous de gérer les défis liés à la cybersécurité et à la protection des données personnelles avec ce nouvelle technologie? On a un programme qui s'appelle Résilience. Donc, c'est un programme qui s'appelle Souveraineté et Résilience. C'est le programme 2 ou 3, Souveraineté et Résilience. Aujourd'hui, on avait une stratégie cyber qui arrivait à terme. L'idée aussi, c'est de refaire cette stratégie-là, parce que la stratégie New Deal, elle est assez globale, mais va faire ressortir un aspect important qui nécessitera un approfondissement. C'est la cybersécurité. Donc, sur cette stratégie, les nouvelles stratégies qui sera élaborée avec un plan d'action très clair, il est prévu de voir les différentes, parce que les menaces ont changé aujourd'hui, les axes qu'on avait ont durement changé, les nouvelles technologies émergentes, on a de nouvelles technologies émergentes, donc il faudrait aussi voir notre réponse face à ces cybermenaces-là. Il y a déjà l'Agence nationale, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, la Direction générale du chiffre, qui jouera un rôle très important dans ce dispositif-là de sécurité. Il y a également tout ce qui est aspect cyberdéfense. On a l'École nationale de cyber à vocation régionale pour la formation de tout ce qui est cybersécurité. Je vous le disais tout à l'heure, un repository des infrastructures critiques est aussi un point qui est important. Maîtriser aussi la formation en cyber aussi, c'est un point qui est dans la stratégie. Donc, il faut qu'on puisse délivrer, ça a déjà démarré. Donc, les prestataires de services, ils demandent déjà une autorisation au niveau de la Direction générale du chiffre pour les
les commandes informatiques, les matériels informatiques de sécurité qui doivent arriver au Sénégal. Donc ça, déjà, il faut qu'on puisse le maîtriser. La formation, les écoles de formation et aussi les modules même de formation. Avoir également une liste des formés au Sénégal. Tout en sachant que également ça, c'est juste la partie que nous maîtrisons. Parce qu'il y a peut-être une autre moitié qui ne se forme pas dans le réseau classique, qui se forme aujourd'hui à travers l'Internet, à travers le dark web, et qui font les formations également. Toutes ces personnes-là également, c'est des personnes qu'on devrait amener en faisant des hackathons, en faisant des appels à manifestation, à de l'expertise pour qu'ils reviennent travailler chez nous, soit au ministère, soit à l'agence en charge de la cybersécurité. La sécurité, elle ne peut pas se faire seule. Il faudrait que, c'est pourquoi l'architecture d'entreprise gouvernementale, elle est importante dans ce dispositif-là, c'est à l'axe 2 normalement où on en parle. Il faudrait qu'on puisse trouver des normes sur le système d'information et maîtriser chaque point de fêlure peut-être dans ce dispositif-là. Donc, sécuriser tous les niveaux qui nous permettent également d'avoir une sécurité d'ensemble. Il ne suffit pas de sécuriser ma maison si le quartier n'est pas sécure. Donc, il faudrait que le quartier soit sécurisé. Il ne suffit pas de sécuriser ma personne alors qu'il y a d'autres personnes qui rentrent dans ce pays-là. Donc, tous ces aspects-là, c'est des aspects qui seront pris en compte dans le New Deal Technologie, notamment sur le programme Cyber-Résilience. Merci, Madame la Directrice. Nous savons que vous vous intéressez beaucoup à la réduction de fractures numériques. Maintenant, quelles sont les mesures prévues pour améliorer l'accès à Internet et aux infrastructures numériques dans les zones rurales et urbaines? Le Sénégal a déjà démarré normalement avec le Fonds de développement du service universel qui a en charge de connecter les zones où les opérateurs, où ce n'est pas rentable pour les opérateurs. Il le connecte quand même, faut le dire, avec l'argent des opérateurs. Ce qu'on est en train de faire, c'est une superposition. Donc, le travail a déjà commencé. Une superposition de toutes les cartes. Les cartes de fibre optique, les cartes de pointe à point qui sont utilisées et aussi mettre en place aussi les satellites pour essayer de voir la couverture. Donc, ça, c'est le plan d'aménagement numérique du territoire qui permettent de savoir dans quelle zone, quel est l'opérateur qui est là-bas, qu'est-ce qui reste à couvrir. On a les zones frontalières qui sont difficiles de couverture à travers la fibre optique qu'il faudrait connecter à travers les satellites. Donc, ça, c'est un plan qui est déjà là, donc le plan d'aménagement numérique du territoire. Et on a en ce moment le projet d'appui à l'économie numérique qui va travailler directement sur ces aspects connectivité. Donc, avec le renforcement du backbone, arriver jusqu'au niveau des zones défavorisées, je dirais, sur le volet connectivité, et le Fonds de développement des services universels va prendre le relais pour connecter les autres. Il nous faudrait aussi également prévoir beaucoup plus d'opérateurs de services universels. On en a un déjà qui est Ayo, qui est au niveau du nord, mais il faudrait qu'on en crée d'autres également, des opérateurs de services universels pour pouvoir couvrir. Il y a également des problèmes réglementaires qu'il faut gérer, parce que dans ces zones qu'on dit reculées, on parle de souveraineté, c'est vrai qu'ils ont le réseau, mais ils n'ont pas le réseau du Sénégal. Ils ont le signal de la Mauritanie, des pays voisins qui inondent le terroir, de la Gambie pareil ou du Mali. Donc il faudrait que l'autorité de régulation des télécoms, en relation avec ses pairs, régule aussi le signal au niveau de ces frontières-là pour qu'on soit également, et ça c'est déjà des actions signées au niveau de la CEDEAO sur la réduction des signaux au niveau des frontières, pour que le signal qui est reçu, le signal du Sénégal, ne soit pas moins fort que celui du pays voisin, parce que les gens qui habitent dans les frontières aussi ont ces points-là. Donc, accès universel. Quand on parle d'accès universel, c'est vrai que vous m'avez posé la question sur la connectivité, mais c'est pas seulement ça. Accès universitaire, connectivité,
réduction des coûts, abordabilité. Ça aussi, c'est un point important. Quel niveau aussi de connectivité est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a de la 2G juste pour faire de la voix ou est-ce qu'on a autre chose pour faire autre chose? Donc ça aussi, c'est un aspect à prendre en compte quand on parle de réduction de la fracture. Après vient le point sur les outils utilisés. Quand on me donne de la 4G et que je suis toujours dans le téléphone, de petit téléphone de 5 000 ou de 10 000 qui ne me permet que de faire de la SSID aussi, c'est pas le plus rentable possible. Donc, le plan d'aménagement numérique du territoire devrait permettre de superposer et de voir dans chaque zone la technologie qui s'y est le plus qu'il faudrait qu'on installe dans cette zone-là. Quand vous dépassez le volet outils d'utilisation, vous avez un problème d'accessibilité, que ce soit dans la langue, que ce soit dans l'utilisation elle-même, que ce soit également dans les interactions. Donc, vous avez des personnes qui parlent d'autres langues et qui utilisent des téléphones qui parlent le français, je dirais, ou l'anglais de façon générale. Donc, ces personnes-là aussi, il faut, dans de l'inclusion, utiliser les technologies qui existent maintenant, de la voix, utiliser la transformation avec les LLM de l'intelligence artificielle pour que eux aussi ne soient pas laissés en rade. Après, il viendra l'utilisation sécurisée. Il y a un programme compétences numériques qui va revenir sur différents volets. Donc, la compétence des agents de l'administration, la compétence du secteur informel et la compétence de toute la population. Donc, une formation de sensibilisation à l'utilisation de façon sécurisée, de façon surtout sécurisée sur ces éléments-là. Viendra après le point, vous m'avez parlé des données personnelles à un moment donné. Je ne sais pas si c'était sur cette question-là. Par rapport aux questions de la cybersécurité. Oh, c'était sur ça, mais on y reviendra après. Maintenant, pour la prochaine question, elle est de M. Franck Takama, qui demande quelles sont les principales actions concrètes que l'État envisage de réduire la dépendance aux infrastructures et services numériques étrangers, notamment en matière de cloud, cybersécurité et de gestion des données. Je le dis aujourd'hui de façon très claire. On ne peut pas aujourd'hui se réveiller et dire qu'on est souverain technologiquement. Ça, c'est pas possible. Des partenariats stratégiques, oui, de façon très concrète, c'est des partenariats stratégiques. C'est de dire à Google, venez au Sénégal, vous installez avec tout ce que vous avez, ou installez-nous notre cloud souverain, ou quelqu'un d'autre, ou quelqu'un d'autre, ou quelqu'un d'autre. De venir de façon très concrète s'installer au Sénégal. Et c'est là, dans le droit, je crois, on a une certaine maîtrise des textes réglementaires qui vont s'appliquer sur les entreprises qui sont installées physiquement au Sénégal. Donc ça, de façon très concrète, c'est comme ça que ça va aller. Le deuxième point, c'est que toutes les données sensibles et stratégiques soient hébergées au Sénégal. Ça, quand même, également, c'est un point de façon très pragmatique et concrète sur la souveraineté, comment ça va se faire. Quand vous avez parlé du cadre juridique, notre question suivante portera sur ça, parce qu'elle demande quelle est la place du cadre juridique dans cette stratégie, sachant qu'il s'agit d'un impact incontournable pour sa mise en œuvre. Oui. On a le programme 1 qui est le programme gouvernance, qui va venir sur le cadre général. Aujourd'hui, les textes que nous avions, tous les textes que nous avions sur le numérique datent de 2009. Il nous faudrait définir à l'aune de tout ce qui est technologie, tout ce qui est changement et autres, une architecture réglementaire du numérique. Première chose, on ne peut pas continuer à avoir des textes réglementaires du numérique sectoriel. Ça, il faudrait déjà que le code que nous avons, que ce soit le code des codes électroniques, comment ça s'appelle, le code électronique que nous avons de 2008, code des communications électroniques de 2008, qu'on puisse le réactualiser pour qu'elle couvre tous les domaines d'activité. Aujourd'hui,
santé va te dire santé digitale, qui est un texte. État civil va te dire état civil digital. Il faudrait donc que le cadre réglementaire puisse permettre à ce que le numérique puisse être utilisé de façon, que ce soit en papier ou que ce soit de façon virtuelle. Identifier ce cadre, donc de cette architecture-là globale à mettre en place. L'autre point également, les textes réglementaires et afférentes. On a beaucoup trop de textes. Il faudrait peut-être un code du numérique qui englobe beaucoup plus, comme le code des communications électroniques. Peut-être que c'est celui-là qui va migrer en termes de code du numérique. Ça, les spécialistes vont nous dire quel est le meilleur véhicule pour avoir ça. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avoir un code du numérique où on aura tous les aspects de données qui seront traités là, que ce soit les données ouvertes, que ce soit les données personnelles, que ce soit réglé là-bas. La régulation de l'intelligence artificielle, oui, également. Mais également, hein, on fait des choses qui sont très francophones au Sénégal. On commence toujours par le cadre réglementaire et qui est toujours un frein. Tout le cadre réglementaire est mis en place, mais tu commences par mettre un cadre réglementaire, mais toute l'innovation qui va avec la créativité, elle est déjà tuée dans l'œuf, je dirais. Parce que innovation et cadre réglementaire contraignant ne vont pas d'avant. Donc, il faudrait que dans cette stratégie-là, dans le cadre réglementaire qui sera mis en place, que ce soit sur l'intelligence artificielle, sur l'utilisation des données et autres, qu'elle puisse aussi permettre de l'innovation. Pas un cadre très contraignant qui aujourd'hui, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. La réflexion attendue de nos juristes, c'est un cadre agile. Un cadre de gouvernance réglementaire agile et qui permet l'éclosion de l'innovation, qui marque des règles très claires en termes d'abus, oui, mais également assez souple pour permettre qu'on puisse faire de l'innovation. Nous savons que pour le New Deal, nous allons avoir besoin de l'aide des experts. Maintenant, Madame Ba demande la question à savoir quel est le rôle pour les spécialistes sénégalais du numérique vivant à l'étranger concernant le New Deal toujours. Pour ce qui est de la diaspora, que ce soit des experts de la diaspora ou les experts du Sénégal, on prévoit de mettre en place une plateforme. Une plateforme au moins qu'on puisse identifier et recueillir les experts de Sénégalais qui sont dans tout. Donc ça, c'est prévu. L'autre point également qui est problématique, qu'il faudrait qu'on résolve dans le New Deal technologique, les discussions ont déjà commencé avec le ministère des Finances, c'est le code des marchés. C'est aujourd'hui comment travailler avec un expert dédié. Il faut trouver des voies et moyens au niveau de l'ARCOP, donc l'autorité de régulation de la commande publique, de trouver, première chose, les moyens de pouvoir contractualiser de façon très saine, je dis, et transparente, mais avec des délais moins compliqués quand on aura peut-être un repository, une liste de personnes labellisées, des experts reconnus, qu'on puisse, en cas de besoin, aller tirer directement, parce qu'il faut forcément de la concurrence ou de dans ça. Donc, cette expertise-là, c'est comme ça. Ils peuvent aussi également faire des contributions. Les envoyer au ministère pour que ce soit pris en compte. De façon volontaire aussi, ils peuvent venir au ministère et discuter et proposer aussi leurs solutions. Tout en sachant que, comme je l'ai dit, on a un frein réel avec les règlements au niveau de commande publique, au niveau de comment on travaille avec. Donc, de façon très claire, il faudrait ça. On a peut-être une chance dans les incitations, parce qu'il est prévu beaucoup d'incitations, de trouver un moyen avec les parties prenantes nécessaires, l'ARCOP, les propriétés intellectuelles et d'autres, de trouver la loi du travail, de trouver un moyen d'incitation. Par exemple, aujourd'hui, quand je parle de Startup Act, qu'on puisse trouver dans le cadre incitatif de labellisation, de se dire que si on a une entreprise ou un start-up qui est déjà labellisé,
que cette entreprise-là, qu'on puisse, sur des sujets très spécifiques, qu'on puisse directement le contacter et travailler avec. Donc ça aussi, c'est des assouplissements, des incitations qu'on peut trouver, mais c'est dans la discussion qu'on le trouvera toujours. Et pour éviter aussi les conflits d'intérêts, également, c'est important, mais rester aussi dans la loi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la réglementation, oui, mais assez souple pour nous permettre de pouvoir nous mouvoir, parce que in fine, tant qu'on n'aura pas une réglementation assez souple, on peut se déployer, mais toujours, on nous ramène encore à la réglementation. Cet expert qui est à l'étranger et qui veut venir travailler, il faudrait qu'on puisse trouver des moyens pour qu'il puisse travailler. L'administration, il faut un truc de recrutement. Le président a demandé qu'on mette en place des règles très claires pour les recrutements. La plateforme sera mise en place, qui puissent travailler. Parce que le numérique aussi, il faut qu'on puisse travailler avec des gens qu'on maîtrise et qu'on connaisse. Donc, la diaspora, oui, ils ont acquis beaucoup d'expérience à l'étranger qu'ils peuvent venir mettre à profit au niveau du Sénégal. Alors, la prochaine question sera quels sont les secteurs prioritaires identifiés dans ce module technologique? Les secteurs prioritaires en termes de numérique ou en termes d'économie? En termes de numérique pur et dur, la première priorité, c'est des infrastructures, le socle de base. Il faut un socle de base, que ce soit les infrastructures de connectivité, les infrastructures de sécurité, les infrastructures de paiement. Donc ça, c'est une priorité. Après, parler de l'autre aspect qui est le volet applicatif. Interopérabilité, identité numérique. C'est des points qui sont importants, qui sont prioritaires dans le développement. Après, mettre en place des normes. Donc, tout à l'heure, je parlais de l'architecture d'entreprise gouvernementale, qui n'est d'autre que des normes, qui définit des normes de partage, définit des normes de création, définit des normes, comment on met en place un système d'information et les profils nécessaires pour ça. Donc, ça, c'est une base qu'il faudrait pas qu'on rate cette fois-ci. On a fait beaucoup de stratégies, beaucoup de projets numériques très importants avec beaucoup d'investissements, mais il faudrait qu'on puisse mettre en place ce socle de base. Donc, quand on me parle priorité sur le volet numérique et purement technique, voilà ces priorités-là. Maintenant, sur les sectoriels. Nous, c'est l'agenda national de transformation qui définit les priorités. Les priorités sont définies en termes d'agriculture, en termes de industrie extractive, mais surtout d'accompagner les PME et les PMI dans le développement. Donc, le travail que nous allons faire, quand vous le voyez, dans même les trucs stratégiques, comment ça s'appelle, les 12 projets prioritaires, nous avons un programme déclinaison sectorielle, déclinaison numérique dans les sectoriels qui va aller travailler directement avec les sectoriels, que ce soit agriculture, que ce soit santé, que ce soit tourisme, pour pouvoir développer des solutions et améliorer leur performance en interne également. Il y a le deuxième qui est la digitalisation du secteur informel. Comment on va digitaliser ce secteur informel-là? Donc ça également, si vous le voyez bien, c'est un point qui est important parce que le secteur informel aujourd'hui, on a pratiquement tout ce qui se fait vente en ligne et autres qui n'est même pas répertorié. Et pourtant, comme je le disais, c'est une part importante du marché qui n'est même pas pris dans le PIB. Donc ça également, il faudrait qu'on le prenne en charge. Il y a le Digital Factory. Donc 12 projets prioritaires, ils sont prioritaires parce qu'ils sont prioritaires en fait. Il n'y a pas plus prioritaire dans ça, mais dans cette priorité-là, vous verrez une première partie qui sera les priorités techniques et une autre, les priorités de comment on adresse pour arriver à une économie compétitive au Sénégal. Il y a également un point important, c'est le financement. Et on en a fait un programme, investissement. La diaspora pourrait venir investir. Discuter des collaborations à mettre en place pour du partenariat public-privé. Voir également dans quelle mesure, dans les procédures aussi de partenariat public-privé, les seuils peuvent être diminués ou bien qu'il y ait des allègements au niveau numérique également.
Donc ça également, c'est des sujets qui sont pris dans les 12 programmes prioritaires. Donc, une autre question de Mme Batouzou. En parlant d'identité numérique, est-ce que vous envisagez d'aller vers une identité numérique unique? Si oui, est-ce que le modèle indien Aadhaar vous semble intéressant? Le modèle indien semble très intéressant. On a déjà fait une étude sur l'identité digitale avec plusieurs scénarios qui ont été proposés. Le premier, c'est de mettre une identité supra sur les identités qui existent déjà. On a l'identité fondationnelle qui est déjà là, fondationnelle ou nationale. C'est celui qui est donné par la DAF en ce moment. Donc, créer une identité supra au-dessus, avec cette identité-là, qu'on puisse, à chaque fois que de besoin, aller vers un sectoriel. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est de from scratch, parce qu'il y a beaucoup de populations qui utilisent aussi le numéro d'état civil. Donc, forcément, à un moment donné, on devrait utiliser un numéro composite ou un identifiant composite qui permet de faire des entrées dans les secteurs et qui permet d'activer et de désactiver des services. Parce que, in fine, cette identité numérique-là, quand on l'aura, après toutes les informations relatives à la personne sont dessus, les identifiants de connexion aussi sont rattachés à ça, et ces informations aussi sont ça, et les applications auxquelles il aura droit aussi sont rattachées à ça. Donc, le modèle indien, oui, très intéressant, qui démarrait par exemple, et c'est ça même, pourquoi tout cet aspect secteur informel ou économie numérique, elle est importante. Parce qu'elle n'a pas démarré dans un besoin d'identification de la population. Beaucoup plus de comment est-ce que l'économie tourne. Donc, bancarisation, commencer par demander à tout le monde de se bancariser. Donc ça, c'est un point qui permet à chaque personne qui n'était pas identifiée qu'il puisse s'identifier. Les études sont en cours, donc on n'est pas fixé sur un modèle spécifique, mais dans une réflexion globale, on aura une identité qui permettra d'activer d'autres identités secondaires sur lesquelles on pourra y avoir. Donc la discussion, elle est en cours sur ça. L'autre point qui est important, si aujourd'hui on a la digitalisation de l'état civil, on a la DAF, on a presque 50% peut-être de la population qui est dans ces bases de données-là. Les bases de données existantes, on est peut-être 50% de cette population. L'ambition également est sortir des chantiers battus, ce serait aujourd'hui de faire un recensement biométrique national. From scratch. Je ne dis pas que ce que nous avons n'est pas bon. Il est bon, n'a pas toute la population, et comme vous savez au Sénégal, les gens ne déclarent pas forcément les personnes. Donc vous aurez forcément des gens qui seront en rate, qui ne seront pas pris dans cette identité-là. On a les renaissances, ce que j'appelle, ils laissent une fois et on diminue l'âge pour des raisons ou pour une autre. On a aussi des gens peut-être qui ne sont pas du pays et qui viennent s'intégrer dans notre truc. Donc tous ces aspects-là, il faudrait qu'on le gère. Donc, une base de données fiable à 100%, je dirais, ou 99,99, ce serait un recensement biométrique. Des pays l'ont réussi, hein. Des pays ont essayé de faire un recensement biométrique et qui permet de mettre à plat et de mettre en place leur identité numérique d'une manière unique et simple. Donc ça également, c'est des discussions qui prennent beaucoup d'argent, hein. La numérisation prend beaucoup d'argent. Mais avec l'engagement qu'on a en ce moment des autorités pour que le numérique soit un levier de compétitivité, c'est possible. D'accord. Non, une autre question de M. Cheikh Mbouch qui demande à savoir si l'utilisation des langues locales, notamment le Wolof, contribuera-t-elle à la souveraineté numérique, surtout en lien avec les réseaux sociaux? Oh oui, je ne parle pas seulement du Wolof, hein, de toutes les langues. Vous parlez tout à l'heure de fracture numérique. Fracture numérique, c'est que les gens puissent se comprendre. Quelle que soit la langue qui est utilisée, qu'on puisse utiliser. Si aujourd'hui, quand je vais dans une administration, je suis tenue de parler français. Vous voyez toute la difficulté que les gens ont quand ils vont à la police pour déposer plainte. Ils sont obligés d'aller voir quelqu'un pour qu'il rédige la plainte en français. Ils ne savent pas écrire. Ils ne savent pas parler la langue française, donc parle et ça retranscrit. Qui peut avoir aussi des biais
Donc, ce ne sera pas seulement un point du numérique. C'est un point de réforme nationale qui est déjà commencé avec l'introduction des langues nationales dans le curricula. Première chose. Deuxième chose, on a une chance avec le numérique aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec les chatbots, avec tout ça, qui permettent de faire de la traduction. Donc, toutes les applications que nous devrons faire dans ce nouveau New Deal technologique-là devraient être dans toutes les langues. Qu'on puisse aujourd'hui, que mes mbokk séeréer puissent, quand ils se connectent à une application, le guichet unique, parce qu'on a prévu de mettre en place un guichet unique des téléprocédures, que ce guichet unique-là, qu'on puisse interagir de plusieurs manières. Par la voix, par l'écrit. Il faudrait que c'est nécessaire. Dans les différentes langues également. L'essor du WhatsApp, c'est l'audio. Si aujourd'hui, tout le monde utilise WhatsApp, c'est parce que tout simplement, les gens y font « Allô, tatati ». Et c'est déjà plus avancé maintenant qu'on a de la transcription. Tu parles et il écrit. Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus de billets, il y a la consistance de l'information. Donc, un volet important qui sera géré au niveau des compétences numériques de façon transversale, tout ce qui est application qui sera mis en place, mais aussi dans le point développement de l'économie numérique. Ces entrepreneurs, ces innovateurs devraient retrouver des solutions pour que aujourd'hui, et c'est déjà le cas, cette interview-là qu'on est en train de faire en français, qu'il y ait un interpréteur automatique, qu'on puisse interpréter dans les autres langues directement pour que les gens puissent le suivre. Ça également, pour moi, c'est un point important d'inclusion sociale. De même que les sourds et les muets aussi, ils devraient être imprégnés parce qu'ils font partie de la population. Effectivement, et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé sur cette stratégie New Deal. Nous avons au niveau du ministère un projet TIC et handicap qui permet dans tous les centres d'handicap. Donc, le projet, dans sa phase pilote, était à Kaolack, Thiès, Dakar. Dans tous les centres avec des handicaps, parce qu'il y a différents types d'handicaps, il y en a peut-être 4 ou 5. On a rajouté même un 5e qui était les albinos, donc les gens qui ont des problèmes de peau. Pour chacun de ces handicaps, de trouver des formations qui tiennent compte de leur handicap, de trouver des outils qu'ils peuvent utiliser, s'agissant du clavier braille, s'agissant aussi du JAWS. Je crois que c'est une application qui s'appelait JAWS qu'on mettait sur les trucs qui permet de retranscrire. Donc, les personnes déficients visuels peuvent utiliser, mais aussi en les accompagnant sur quel métier est-ce qu'ils pourraient faire après. Le fait d'être handicapé moteur ne t'empêche pas d'être dans les centres d'appel et de pouvoir être dans les call centers et de travailler. Le démantèlement aussi des machines. Donc, il y a le centre des handicapés au travail qui existe au niveau de Sénégal numérique, qui est au niveau de Colobane, qui est exclusivement dédié aux personnes qui travaillent, qui ont un handicap, qui font du démantèlement, du recyclage du matériel informatique et qui font. Il y a également des formations sur le téléphone. Je veux dire, je suis en train de parler des choses qui ont déjà eu lieu et qui vont continuer dans ce projet-là. Donc, c'est un programme qui est inclusif et qui va continuer dans toutes les régions. Donc, la démultiplication, c'est pourquoi ce projet-là, dans chaque centre des handicapés, met en place une salle multimédia, met de la connexion et met les formations nécessaires. Donc, forme les gens au métier qu'ils pourraient faire tenant compte de leur handicap. Et ça, mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, il n'y a plus une histoire de handicap. À mon avis, aujourd'hui, avec la voix, tu peux faire même des dessins en disant fais du jaune, fais du bleu, fais du truc, et des trucs comme ça. Donc, de l'inclusion, oui, il faudrait que cette inclusion-là, elle est incluse dans la stratégie et sera mise en œuvre également. D'accord. J'ai une autre question, toujours de Mme Pendeba. Demander à savoir le rôle pour la CNRI, la cyberinfrastructure nationale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation dans la mise en œuvre du New Deal. Un rôle très important. Il en avait déjà, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de calcul. On parle de supercalculateur. Donc, le supercalculateur est au niveau de la CNRI. L'opérationnalisation a démarré. C'est l'occasion aussi de saluer l'engagement du professeur Tchari, qui est là-bas. Donc,
on a le supercalculateur qui est là-bas. Tout à l'heure, je disais que souveraineté numérique est très liée à développement de l'économie. Il faudrait que les infrastructures soient accessibles. Un supercalculateur avec des moyens et un accès pour les entrepreneurs qui vont faire du calcul ou bien les chercheurs qui vont faire du calcul. Il faudrait forcément de la formation et trouver des moyens d'utilisation. Aujourd'hui, au-delà du supercalculateur qu'on peut utiliser pour les centres de calcul, mais même des partenariats stratégiques peuvent être faits avec des géants où on fait les calculs pour trouver un rabais, des prix à des coûts moindres pour que, même si c'est géré au niveau de la CNRI ou ailleurs, qu'on puisse trouver des moyens d'ouverture. On a un supercalculateur qu'il faudrait opérationnaliser, rendre disponible et accessible aux choses, mais également à côté, trouver des partenariats stratégiques pour que les puissances de calcul puissent être achetées. Et également, c'est tout l'objet du cloud souverain dont vous parlez tout à l'heure, mais également qu'on puisse trouver du temps pour d'apprentissage pour les intelligences artificielles, les services d'intelligence artificielle que nous mettrons en place. Donc, la recherche a une place importante, la formation une place importante dans ce dispositif et des infrastructures disponibles et accessibles. D'accord. Je pense que concernant la question du supercalculateur, vous allez vous poser cette question. Parce que les chercheurs, par exemple, quand ils ont des calculs, des travaux à faire, ils sont obligés d'aller à l'étranger. Et tous les chercheurs n'ont pas ces moyens-là. Je pense que ça constitue un frein pour la recherche. Effectivement. Effectivement. Et ça a été remonté. Ça a été remonté. C'est pourquoi tout à l'heure, quand je disais, au-delà du supercalculateur qui peut déjà prendre en charge certains aspects, trouver des partenariats stratégiques qui permettent de diminuer le coût selon certains, je veux dire, en achat de gros, où le Sénégal devrait être en partenariat avec quelqu'un et qui paierait un forfait et qui donnera un ticket d'entrée aux chercheurs pour qu'ils puissent faire des trucs de calcul. Donc ça, c'est prévu dans la stratégie. C'est prévu dans la stratégie. Maintenant, quel sera le rôle pour la CNRI? Pour le moment, le rôle clairement, parce que la CNRI, elle a un fort volet de gestion de tout ce qui est informatique, me semble-t-il, au niveau de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Parce que c'est eux qui gèrent le SNRR, c'est eux qui gèrent la plateforme de trucs. Donc, au-delà du supercalculateur. Donc, ils engrangent tout ce qui est système d'information, en fait, au niveau de l'université. La première chose à faire, c'est de rendre interopérable, je veux dire, le rôle de ces DSI très forts, qui sont des DSI centrales, je prendrai CNRI dans ce cas-là, c'est de s'assurer non seulement de l'interopérabilité, donc seront des relais dans ce New Deal technologique-là. Au-delà des infrastructures qu'il a déjà, je parle de supercalculateur. Mais ce sera des relais, des normes qui seront définies de façon consensuelle à les implémenter au niveau du secteur, de leur sectoriel, notamment sur l'enseignement supérieur. Interopérabilité, archivage, sécurisation, tous ces aspects-là seront attendus de la CNRI si c'est lui qui joue le rôle de la DSI centrale de l'enseignement supérieur, mais également de la mise à disposition des données. D'accord. L'autre question est de M. Dianko, toujours. Face à cette recrudescence des actes de cybersurveillance, comment le Sénégal doit s'adopter, pour mettre en place des mesures de protection de données adaptées? Toujours concernant la protection des données. Relisez la question parce que Elle passe à la recrudescence des actes de malveillance. Comment le Sénégal doit s'adopter pour mettre en place des mesures de protection de données adaptées? Oui, le Sénégal a déjà, je veux dire, le Sénégal a déjà des cadres. On a déjà le Centre National Operating Center, le SNOC, qui est au niveau de la DCSSI. On a aussi le CADARCA, donc tout ce qui est en charge de réponse aux alertes. Mais également, il faudrait qu'on arrive aujourd'hui à mettre tout ça. On a aussi l'agence, l'autorité de cybersécurité, la DCSSI, et l'École nationale de cybersécurité. Maintenant, en termes de cybersécurité, il y a toujours un volet partenariat qui est important. Parce que les cybermenaces ne sont pas des cybermenaces
crypto-Sénégal. C'est des cybermenaces qui sont dans une sous-région. Donc, la collaboration entre les CERT, les centres de réponse aux attaques, est un point important. La mise en place aussi d'un centre de réponse aux attaques avec plusieurs parties prenantes qui sont au niveau des banques, qui sont au niveau des agences, qui sont au niveau de la cybersécurité. Il faudrait qu'on ait une coordination de ces de ces centres de réponse. Donc, dans la stratégie, c'est pourquoi je disais que le volet cybersécurité sera traité spécifiquement et plus profondément dans la stratégie cybersécurité. Il nous faut un centre national de réponse qu'on a déjà, qui commence déjà à pousser. Il nous faut une IGC, une infrastructure de gestion des clés. Il nous faudrait aussi tout ce qui vient en accompagnement aux infrastructures critiques. Après, on parle des données. On parle des données. Donc, les centres de données ou les data centers sécurisés, c'est important. Mais ce qu'il faut savoir aussi également, il y a aussi un fort volet sensibilisation qui est nécessaire. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de fake, de faux. Il faudrait également une formation de sensibilisation sur quelles données mettre sur la place publique. Donc ça également, c'est un volet important. La sécurité commence par soi-même. Le point de failure dans la sécurité est l'humain et c'est la personne. C'est des phishing, on prend ton identifiant et c'est toi qui le leur donne. Donc d'une manière ou d'une autre. Donc la sensibilisation aussi. Beaucoup de sensibilisation à la sécurité, à l'utilisation sécure est importante. Les mots de passe. Les mots de passe. Les cyber, il y en a beaucoup qu'il faudrait également qu'il y ait un fort volet sensibilisation. Donc sécurité est un volet transversal quand vous voyez la stratégie New Deal technologique. Sécurité, intelligence artificielle, compétences numériques et transversales. Et on a les autres axes qui viennent avec. D'accord. Merci. Madame, je pense que nous arrivons au terme de notre séminaire. Je tiens à remercier les participants qui ont accordé un intérêt particulier à ce séminaire. Également à vous, Madame la Directrice. Nous vous remercions pour votre enthousiasme et les éclaircissements que vous nous avez apportés et votre expertise également qui nous a permis de mieux comprendre les enjeux, les défis ainsi que les opportunités qui se présentent à notre pays dans ce domaine crucial. Nous sommes également reconnaissants pour le temps que vous nous avez accordé et pour la qualité de vos réponses qui ont grandement enrichi ce séminaire. Merci, madame. Je vous remercie également. Je vais remercier tous les spectateurs. Merci beaucoup.